Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la Liberté. Alors, Luc, comme toi, j'ai regardé le film House of Dynamite sur Netflix de Catherine Bigelow, celle qui avait fait The Hurt Locker, qui est un film formidable, qui avait fait aussi le film sur la chasse à Osama Ben Laden, Zero Dark Thirty. Alors, House of Dynamite, c'est sur Netflix et c'est les États-Unis qui sont ciblés par une attaque nucléaire qui vise Chicago. Il y a un missile nucléaire qui s'en va directement sur Chicago. Qu'est-ce que tu en as pensé, Luc? Écoute, pour la qualité cinématographique, je vais m'en remettre à toi. Donc, c'est le domaine dans lequel tu as étudié, tu es nettement l'expert de nous deux sur la question. J'ai aimé le film. On parle pas, pour Madame Bigelow, de quelque chose qui est un prétendant à l'Oscar, d'après moi. Mais c'est un film qui est efficace, au sens où, d'abord, ça nous replonge dans un milieu qui fait peur, très souvent, c'est-à-dire le milieu de l'armement, de l'armement nucléaire, de la course à l'armement nucléaire, et ce que ça implique pour des pays, quand on parle de géopolitique, quand on parle de centres décisionnels. Et là, cette fois-là, on nous plonge carrément dans une cellule de crise, et le film est divisé comme en trois, c'est un triptyque. Donc, on a la position là-dedans des militaires, des généraux, on a la position des experts, des scientifiques, et on a la position qui est incarnée ultimement par la personne du président, c'est-à-dire les retombées politiques ou la gestion politique de l'incident. Et moi, j'invite les gens à l'écouter parce qu'il y a un certain nombre de situations qui sont tout à fait crédibles. Les échanges entre les différents partis ou les points de vue des différents partis sont bien présentés. Maintenant, quand il sort un film comme ça, il y a des éléments là-dedans qui vont au-delà de ma connaissance de l'histoire ou de la politique américaine. Donc, je suis pas un expert d'armement ni de nucléaire. Ça m'a amené à discuter avec des gens qui s'y connaissent mieux là-dedans. Puis, ce qu'on a fait dans nos discussions, c'est d'y aller avec ce qui est plus mon champ ou mon domaine d'expertise, ajouter au lard. Et je ne veux pas vendre le punch pour personne, mais c'est là où il y a parfois, dans le côté armement nucléaire, puis même stratégie politique, c'est là où il y a parfois des petits irritants ou carrément des failles qu'on exploite probablement pour nous embarquer encore plus dans les dilemmes qui sont présentés. Mais par exemple, sans dévoiler, sans divulgacher, au départ, les Américains ne sont attaqués que par un missile. On ne saura jamais pendant la durée du film d'où vient ce fameux missile. Est-ce que c'est possible, ça, qu'il y a un missile nucléaire qui s'en va sur Chicago et on ne sait pas quel pays l'a lancé? Ça m'a paru un peu invraisemblable, ça. C'est déjà une chose sur laquelle il faut travailler, sur laquelle il faut s'interroger. Et l'autre chose, c'est qui, à moins de quelqu'un, mais écoute, ça n'existe pas à ma connaissance, à moins d'un individu ou d'un tout petit groupe qui décide, ce qu'on appelle les rogues, des gens qui échappent à tout contrôle, qui partent eux-mêmes mener une charge contre les États-Unis. Je connais pas de pays qui n'enverrait en même temps, qui n'enverrait qu'un seul missile. Donc, connaissant les capacités américaines pour déjouer ou pour abattre des missiles, à la limite, on pourrait ne pas savoir d'où il vient. On voudrait probablement empêcher que ça vienne sur la ville de Chicago. Donc, si on voulait vraiment perturber le système américain, on irait de plusieurs missiles à la fois. Donc, on peut parler de dizaines, si ce n'est plus, donc de missiles qu'on enverrait. Alors là, on n'en envoie qu'un seul. Et déjà au tout début du film, dans la partie moins crédible, on n'envoie que 2 autres missiles pour abattre ce premier missile. Ça non plus, on ferait pas ça parce que les experts, et c'est des choses que je suis allé valider ou vérifier auprès d'amis qui travaillent dans le domaine ou dont ça fait partie des champs de spécialité, eux disaient ils ont 50% de chances de réussite. Donc, est-ce qu'on n'en envoie que 2 qui ont 50% de chances de réussir? On va y aller avec au moins le double, si ce n'est plus. Donc, tout ça pour dire, si vous êtes vraiment maniaque de détails, de reproduction fidèle, vous allez accrocher à quelques endroits. Sinon,
Écoute, on est au Canada, pas au Québec. Là, on est malheureusement positionné entre des puissances nucléaires. Si vous voulez savoir de quoi on discute, quand on se parle au téléphone, quand on se parle par les moyens de communication, comment on gère une cellule de crise dans la hiérarchie, qu'est-ce que le président américain a à trancher là, quand il voit ça? Par exemple, on ne va pas divulgacher non plus. Vous êtes le président. Est-ce que vous interceptez le missile? Ou encore, sachant qu'il s'en va sur la ville de Chicago, puis vous avez des gens que vous connaissez à Chicago, vous y avez des proches, donc on rend ça plus humain. Est-ce que vous abattez le missile, ne sachant pas d'où il vient, mais sachant qu'il va à Chicago, ou si vous le laissez tomber pour être capable, une fois qu'il est au sol, de savoir, parce que là, on peut le déterminer, une fois qu'on a connaissance des retombées, mais qu'on est en mesure sur le terrain d'enquêter, on peut savoir d'où vient ce missile-là. Donc, est-ce que vous le laissez tomber plutôt que de risquer une guerre nucléaire? Parce que si vous répliquez, on peut imaginer un jeu de va-et-vient assez long puis assez mortel. Donc, est-ce que vous attendez d'avoir l'origine vraiment du missile pour ensuite cibler votre réponse, si réponse il y a. Donc, c'est vraiment de ce côté-là fascinant. Je pense que c'est toi qui m'avais donné... C'est un très bon thriller, là. C'est un excellent thriller. Voilà. Je trouve qu'il y a des invraisemblances, mais il y a une image à la fin. Il y a une image à la toute fin. Et sais-tu quoi? J'en ai rêvé de cette image-là cette nuit. Mais on voit, parce qu'on sait qu'il y a un bunker aux États-Unis où le président des États-Unis peut aller se cacher, puis avec l'état-major, etc. Et certains citoyens choisis là, de façon... Et on voit l'entrée à la fin du fameux bunker. Moi, je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Je ne sais pas si c'est vrai, cette image-là, si c'est vraiment le vrai bunker qu'on voit ou si c'est généré par intelligence artificielle, je ne sais pas. On ne va pas mettre ça à l'écran. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, tout ce jeu-là, qui est sauvé et qui ne l'est pas. Il y a quelques années, puis j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années d'affilée, on a ce qu'on appelle le Diefenbunker au Canada. C'est là où aurait été, il y a quelques années, relocalisé le gouvernement canadien en cas d'attaque nucléaire. Et je faisais faire une simulation, une négociation entre Soviétiques et Américains. Mes étudiants, on faisait ça dans l'ancien bunker. Donc, ça nous mettait un petit peu on descendait 4 étages sous terre, puis on tentait d'éviter la crise des missiles. Donc, tu vois, moi, c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai vu le film, en me disant, il me semble que être encore en classe, c'est le genre de simulation que je ferais faire à mes étudiants pour qu'ils s'intéressent à ça. Donc, les décisions politiques, l'expertise scientifique, le rôle des militaires, leur place comme conseillers, puis leurs limites, puis bien sûr, la possibilité, malheureusement, ou l'éventualité d'une guerre nucléaire, mais regardez-le parce que je pense que c'est un film qui est un bon suspense. Mais de l'autre côté, ça fait réfléchir aussi à tout ce qu'on ne connaît pas souvent ou tout ce qu'on ne prend pas la peine de rappeler quand on songe aux affrontements puis aux décisions qu'ont à prendre les différentes instances pendant une guerre ou pendant une attaque comme celle-là. Et Luc, ça fait réfléchir au réarmement parce qu'au début, je trouve que c'est ce qui est le plus épeurant du film, c'est au début, elle dit, au lendemain de la guerre froide, il y a eu, tous les pays se sont entendus pour soudainement se désarmer, pour démanteler leur puissance nucléaire. Et maintenant, c'est le contraire. Au contraire, on fabrique de plus en plus de bombes nucléaires. Et là, il y a cette histoire-là, mais c'est vrai lorsqu'on y pense, là. Écoute, avec des pays comme la Corée du Nord, puis la Chine, puis la Russie, puis tout ça, là. C'est de là d'ailleurs que vient le titre du film. Hein. C'est le président réfléchit à ça. Il est à bord d'Air Force One, et à bord de Marine One. Il est dans l'hélicoptère. Donc, il est en train de réfléchir à ça, puis il dit c'est comme si on s'était enfermé dans des maisons de dynamite. Donc, House of Dynamite ou Maison de Dynamite, ça vient justement du réarmement nucléaire. Et comme très souvent, on nous avait averti de ça, mais qu'on met ça de côté dans le quotidien, Robert McNamara, l'ancien secrétaire à la défense aux États-Unis, je voulais dire secrétaire à la guerre parce que autre temps, autre mœurs sous M. Trump. Donc, le secrétaire à la défense McNamara, qui est décédé depuis un moment déjà, nous avait averti à la fin du 20e siècle, la menace nucléaire, c'est celle qui va tout faire tomber au 21e siècle. C'est quand même un gars qui avait une certaine perspective puis une très grande expérience de la chose militaire et de l'armement nucléaire. Donc, il en avait fait un peu son cheval de bataille à la fin de sa vie. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un film extrêmement efficace. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Salut. Bonne journée. Bye.